Ça va? Vous êtes fatigué? Bah si, vous dites rien, normalement, de répondre, hein, donc vous êtes fatigué. Bon, on va avoir la chance d'avoir un des meilleurs éleveurs de France. C'est un champion, lui aussi à sa manière. En tout cas, nous sommes très heureux de l'accueillir ici. C'est un digne représentant. Moi, je suis très fier qu'il soit avec nous cet après-midi. Mais il a un petit peu d'ego. Ah, vous savez, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il me dit, à chaque fois que tu démarres avec moi, je veux une Ola. Donc, on va lui faire plaisir quand même, parce que c'est un gentil garçon malgré tout. Donc, on va lui faire une Ola, mais une vraie. Hein. On va faire le tour du ring, parce que la dernière fois, elle t'avait pas plu, la Ola. Elle va être filmée, cette Ola. Vous voyez, pour montrer que vous êtes dans l'ambiance. Donc, j'ai demandé à Guillaume, monsieur caméra, de vous mettre un petit peu en gros plan. Je compte sur vous. Vous êtes prêts à jouer le jeu? Vous êtes filmé, vous êtes enregistré. En plus, ça va rester. Vous allez rester dans la mémoire du Salon international de l'agriculture. Connaissez le principe d'une Ola? Il faut mettre les deux bras en parallèle. Là-bas, ça marche aussi, c'est ça l'avantage. De l'autre côté aussi, les deux bras en parallèle. Normalement, tout le monde. Même à côté de l'éleveur, vous pouvez le faire. Hein. Voilà, à côté de lui, parfait. On va démarrer ici. Et on va faire la plus belle Ola jamais réalisée sur le salon de l'agriculture. D'accord? Je compte sur vous. Attention, les deux bras, hop, en parallèle. Ça frissonne avec la main. Parfait, comme dans les stades de foot, vous savez. Alors attention. À 3, on y va. 1, 2, 3. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On continue sur les côtés. Il y en a 3 qui suivent. Allez, les autres au milieu là-bas. On continue. L'autre côté, on continue. Oh là 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 là. Oh là là là. Ça ne va pas, hein? Bon, en fait, une vraie jolie, celle-là, on l'enregistre. D'accord? Allez, attention. 3, 2, 1, top! Voilà! Ouais! C'est beaucoup mieux. Continuez. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir bien fort pour nous, l'éleveur des Pyrénées. Il s'appelle Yann. Bonjour à tous. Ça te va? Parfait, j'adore. Tu débrouilles, t'as une demi-heure. Hein. Allez, bien, on va aller faire un petit tour sur le podium, mais on va surtout aller faire un petit tour dans les Pyrénées, parce que c'est là-bas que tu habites. C'est une magnifique région de France. Hein, tu vas nous raconter exactement où tu vis, tu vas nous parler de ta vie, tu vas nous raconter un petit peu les périodes phares d'un éleveur. Regardez, on y est à la montagne. Moi, je vois déjà les belles montagnes des Pyrénées. Ben oui, tiens, la photo illustre assez bien le décor. Moi, je m'appelle Yann Briantigaille, donc je suis éleveur berger. Je m'occupe des moutons. Voilà, ceux-ci ne sont pas les miens. Moi, j'élève des moutons d'une race des Pyrénées, de cette vallée que l'on voit ici, au pied du sommet du Montaigu. Je possède une petite ferme et j'élève les moutons d'une race que l'on appelle Or et Campan. Peut-être certains d'entre vous ont déjà été se balader un peu dans les Pyrénées. Vallée d'Or et vallée de Campan, de part et d'autre du col d'Aspin. Et donc moi, vallée de Campan, au-dessus de Bagnères de Bigorre. Et j'ai une petite ferme de montagne, donc une petite unité. J'élève 200 brebis de cette race Or et Campan, un petit peu différente. C'est des brebis, voilà. Donc là, on voit la vallée, c'est des vallées glaciaires. On voit la vallée de Campan avec au fond le col d'Aspin. Et donc des vallées avec des fonds plats. Moi, je suis sur le flanc de cette vallée. La particularité de ma ferme, c'est qu'elle est d'une part très pentue. Peut-être vous le verrez sur certaines photos que j'ai amenées avec moi. Et d'autre part, elle est assez haut en altitude, c'est-à-dire à 1000 mètres d'altitude. Donc l'hiver est assez long, puisque plus on monte en montagne, plus la température baisse. D'accord? Donc j'élève ces brebis pour... pourquoi on élève des brebis en fait? Bah oui, pourquoi je pose la question? Moi je le sais un peu, mais pourquoi on élève des brebis? 4 choses pour lesquelles j'élève les brebis. Allez, je me renseigne. À quoi ça sert les moutons? Pourquoi on élève des brebis? Pour de la laine, la viande. Hein? Par exemple? J'ai pas entendu. Pour la laine? Pour la laine, oui. Lait, on a vu une tonte, donc la laine, effectivement. Le lait, le fromage, c'est pas la même chose, le lait et le fromage? Ah, peut-être, ouais. Hein? La brebis est un mammifère, effectivement, et produit du lait. On peut le transformer ou pas en fromage. Moi, le lait, je ne le prélève pas. Je le laisse aux agneaux, puisqu'il y a une autre réponse encore possible. Laquelle? La viande. Ah oui. Puisqu'on mange on mange la viande d'agneau notamment. La 4e réponse, qui est vraiment importante pour moi en ce qui me concerne, c'est l'entretien des paysages. Puisque c'est vrai que les brebis et l'élevage, moi ce qui me passionne, moi je suis passionné finalement de la montagne, des Pyrénées, et j'entretiens avec cette montagne une relation bien particulière via ce que l'on appelle chez nous la transhumance. Voilà une photo des prairies. Ma ferme, vous voyez, je disais, c'est pentu, ce sont des prairies naturelles, donc on ne laboure pas les terrains, on ne mécanise pas le travail, on se déplace essentiellement à pied. C'est des petites granges foraines qui sont situées comme ça sur le flanc de la montagne, qui domine toute la vallée face au pic du Midi de Bigorre.
Et alors foraine, ça veut dire qui se déplace, qui est mobile. Les fêtes foraines, les forêts, c'est ce qui bouge. Et ce qui bouge, ce ne sont pas les granges, mais ce sont les troupeaux. Au cours de l'hiver, une fois qu'ils ont fini de manger le stock de foin que j'ai accumulé dans une grange, eh bien, ils passent dans la grange suivante. Tout à l'heure, je parlais de transhumance. Voilà plusieurs photos sur la transhumance. Qu'est-ce que c'est que la transhumance? C'est un mot qui paraît un peu savant comme ça, transhumance. C'est ni plus ni moins qu'une migration. Avant-hier, chez moi, au-dessus des Pyrénées, il faisait très très beau. Et on avait toutes les grues qui remontaient par milliers depuis l'Espagne et sans doute l'Afrique et qui regagnaient le nord. Donc ça y est, l'hiver est bientôt Ça sent le printemps. fini, ça sent le printemps, c'est bon signe. Moi, les bêtes, en fait, elles vont pas parcourir comme ça des milliers de kilomètres à l'échelle des continents, mais elles vont gravir la montagne au cours des saisons. Elles partent du fond de la vallée. Donc on a un fond de vallée dans la vallée de Campagne qui est à peu près à 300, 400 mètres suivant les endroits. Et elles vont monter petit à petit, suivant les saisons, jusqu'à presque 3000 mètres au sommet du pic du Midi de Bigorre, où il y a l'observatoire astronomique. Et mon métier consiste en fait à amener les bêtes à l'altitude où l'herbe est la meilleure pour elles. Les vieux bergers disent la meilleure herbe pour les moutons, c'est la pointe de l'herbe. La pointe de l'herbe, c'est quoi? Alors c'est une traduction du patois de l'Occitan de chez nous. En réalité, c'est l'herbe qui pointe, cette petite herbe verte, toute fraîche, elle est très très riche. Tant que l'herbe ne dépasse pas la cheville, elle est très riche, très intéressante pour les brebis. Quand elle arrive à hauteur du mollet, elle est déjà beaucoup plus grande, il y a beaucoup plus de fibres, c'est intéressant pour les vaches, un peu moins pour les mollets. Et donc moi j'amène mon troupeau, je transhume mon troupeau, petit à petit, d'altitude en altitude, et je monte sur la montagne comme ça. Donc là on a une photo par exemple de la moyenne montagne. Alors difficile à dire si c'est au printemps, peut-être au printemps l'herbe est encore un peu verte, non. Plutôt l'automne, on voit des fougères qui sont déjà rouges. Donc moyenne montagne, là la photo c'est la montagne qui est juste derrière ma ferme, qui culmine à pas très haut, à 1300, 1500 mètres. Je vais mettre les brebis d'avril à juin. Et ensuite, arrive le mois de juin, je passe sur des espaces, comme on voit sur la photo, beaucoup plus haut en altitude, sur le pic du Montaigu. Et là, on est à 2000 mètres, etc. Et les moutons vont rester là jusqu'à septembre, tant qu'il n'a pas gelé, puisque l'herbe a un cycle annuel. Donc elle va croître, elle va geler, elle va mourir pendant l'hiver. Et puis, je vais redescendre avec mon troupeau, petit à petit, pour regagner finalement la ferme, où en ce moment, les moutons sont nourris avec du foin, puisque la particularité, je disais, de ma ferme, c'est l'altitude, donc la végétation n'a pas encore repris début mars à l'altitude où se trouve ma ferme. Il faut que j'attende presque avril pour pouvoir mettre vraiment les moutons dehors et qu'ils se nourrissent. Donc c'est un cycle comme ça annuel qu'on appelle une migration, que l'on appelle la transhumance. Voilà. Il y a certaines règles à respecter, les montagnes ne m'appartiennent pas. Je ne suis pas propriétaire des montagnes, je les connais très bien, je les pratique, mais les montagnes dans ma vallée appartiennent aux communes. C'est des terrains publics, communaux, que j'utilise, et où il va y avoir un ensemble de règles pour pouvoir monter les moutons sur ces montagnes. Je vais devoir payer une quantité d'argent, d'accord, pour aller là-haut, mais je vais aussi devoir respecter, par exemple, des règles de marquage. Je vois un lot de brebis, une partie a été tondue. Les gens qui sont autour dans le ring peuvent voir que sur les oreilles, elles ont des boucles d'oreilles. Voilà, ça c'est la législation en tant qu'éleveur m'oblige en tant que propriétaire de ruminants à identifier les animaux tout le long de leur vie, du moment où ils naissent jusqu'au moment où ils meurent. Donc je vais apposer sur les agneaux qui naissent des boucles d'oreilles et ils les garderont toute leur vie. Il y en a deux au cas où ils en perdent une. Sur ces boucles d'oreilles, il y a un grand numéro, on va dire que c'est leur prénom, et un petit numéro, on va dire que c'est leur nom, le nom de la ferme. Voilà, et si jamais ils perdent une boucle d'oreille, je remettrai une autre boucle d'oreille avec le même numéro. Quand on est en montagne, vous imaginez bien, quand je me promène en montagne l'été, que je vois un troupeau sur l'autre versant, je ne peux pas lire les boucles d'oreilles. On peut avoir sur la même montagne des races, des troupeaux de différents éleveurs, avec différents éleveurs. Donc ce que je fais en plus, on le voit sur la photo, c'est que je peins, je tag mes brebis, je leur appose une marque. C'est pas du fer rouge chauffé, non, on voit que
le garçon là qui m'aide est en train de marquer, c'est tout simplement de la peinture que je mets sur la laine et je mets 2 signes distinctifs. Alors moi je mets 2 lettres, chacun met ce qu'il veut. VE, c'est le nom de ma ferme. Vie, comme la vie, et d'estives. Les estives, ce sont tous ces territoires d'altitude sur lesquels j'amène mon troupeau en été. Les collègues des Alpes appellent ça les alpages. Chez nous, dans les Pyrénées, on appelle ça les estives. Vie d'estive, VE. Une marque sur le flanc, de très loin à la jumelle, je vais pouvoir voir à qui appartient l'animal. Chaque éleveur a une marque différente. Une marque sur les fesses de la brebis, quand les animaux sont regroupés dans un parc que l'on appelle un parc de tri, que j'ai besoin de trier les animaux pour faire un traitement, une manipulation. Facilement, je vais identifier les animaux. Voilà. Donc il y a des règles d'usage des montagnes quand moi j'amène les animaux comme ça, quand je les transhume en altitude. Alors, les animaux, je vais les confier. La transhumance, c'est un moment un peu particulier. C'est une marche progressive vers les sommets. Et je vais les confier à la montagne. Personnellement, même si j'ai des cabanes en montagne dans lesquelles je peux séjourner, dans lesquelles vous pouvez venir me voir l'été, j'habite pas en permanence dans ces cabanes. Je redescends sur la ferme pour faire les foins, pour faire aussi de l'accueil, puisque sur la ferme, on accueille pas mal de gens. Et j'ai besoin parfois de protéger mon troupeau. Je vois la photo à ma droite. J'ai besoin de me protéger mon troupeau d'un certain nombre de prédateurs, puisque les animaux sont lâchés en liberté. Donc dans les Pyrénées, on a plusieurs types de prédateurs. Bon, il y a le renard qui va prédater essentiellement des agneaux. C'est un petit animal qui ne va pas prendre le risque d'avoir une dépense énergétique très imposante pour lui pour attraper une brebis. J'ai d'autres prédateurs. Bon, un qui est mythique, c'est l'ours. Ouais, vous avez entendu parler de l'ours. Dans les Pyrénées, on a une trentaine d'individus aujourd'hui présents sur les Pyrénées qui sont divisés en 2 noyaux. Un noyau où il y a des mâles, des femelles, ils se reproduisent et la population croît petit à petit. Un autre noyau où il n'y a plus que 2 mâles, donc là, ils sont effectivement menacés. Et autrement, les autres prédateurs, vous avez peut-être entendu parler en France. En 1992, l'État français, le ministère de l'Environnement, a reconnu la présence d'un loup dans les Alpes, dans le massif du Mercantour, qui était tracé génétiquement et qui venait d'Italie. Et petit à petit, les loups en France se sont développés. Aujourd'hui, on a plus de 400 loups présents sur plus de presque une trentaine de départements français. Voilà, ça représente à peu près, aujourd'hui indemnisé, plus de 8000 brebis. Vous imaginez bien qu'un prédateur, quand il voit des brebis, s'il a le choix, puisqu'il faut qu'il se nourrisse, c'est un carnivore, le loup en l'occurrence. L'ours est omnivore, d'accord, c'est un peu différent. Le loup est carnivore. S'il a le choix entre attraper une brebis, un sanglier ou un cerf, ça paraît logique et plus facile que c'est plus rentable pour lui d'aller attraper une brebis. Donc c'est vrai qu'en France, on a en ce moment des gros soucis avec la prédation des loups et voilà, ça modifie quand même considérablement notre pratique d'élevage sur des modèles très extensifs où comme ça, on profite des immensités de la montagne comme dans les Pyrénées, comme dans les Alpes, comme dans le Massif central et ailleurs. Donc moi, pour essayer de me prémunir de ces attaques, j'utilise un chien très imposant, vous l'avez vu en photo, qui fait une 60aine de kilos, qu'on appelle le patou, la race montagne des Pyrénées. D'accord ? Pour travailler, j'utilise 2 chiens différents. Un chien que vous avez vu en démonstration tout à l'heure travailler, qui est le Border Collie, petit chien, très vif, 20-30 kilos, très habile, qui va manœuvrer, regrouper, déplacer les brebis. Et un chien très lourd, un molosse, 60 kilos. Donc là, on a une photo d'un border, chien de travail, ça c'est Lutz. C'est une photo qui a été prise il y a 3 semaines, là, sur la ferme, quand il y avait un petit peu de neige. Et un gros molosse, le patou des Pyrénées, lui, c'est en fait, ni plus ni moins qu'une dissuasion. Je disais tout à l'heure, le loup, s'il a à choisir entre des moutons, des cerfs, des sangliers, il va sur le mouton. Maintenant, si vous mettez un chien qui fait 60 kilos, qui est attaché à ses moutons, entre lui et les moutons, il y réfléchit à 2 fois et généralement, il préfère aller attaquer le troupeau du voisin. Je n'ai fait que déplacer le problème chez le voisin. Il faut quand même être réaliste là-dessus. Donc, les chiens, ce sont des carnivores. Parce que moi, le plus gros souci que j'ai aujourd'hui sur ma ferme, c'est ni le loup, ni l'ours, mais ce sont les chiens errants. Les chiens errants, ce pas des chiens sauvages abandonnés. Non, non. Les chiens errants, ce sont vos chiens. On est le pays au monde où on a le plus de chiens par habitant, la France. Donc les chiens errants, ce sont nos chiens, très gentils au demeurant. D'accord, mais des carnivores.
que l'on ne tient pas en laisse quand on se balade comme ça dans des espaces absolument magnifiques comme ceux de la vallée de Campan. Et le chien, c'est un carnivore, c'est comme un chat, peut-être il y en a qui ont déjà tenté l'expérience. Vous mettez une balle sur une table, tant que la balle ne bouge pas, le chat il passe à côté, ça ne l'intéresse pas. Vous faites rebondir la balle, à ce moment-là, le chat il court derrière. Les brebis, elles ont peur des carnivores, elles ont peur du chien, elles voient le chien se mettre à courir, le chien se met à courir derrière, et ça fait des dégâts considérables. Et voilà, donc c'est pour ça que j'utilise moi les patous. Donc tout à l'heure, comment il s'appelle, le collègue Antoine de la bergerie de Rambouillet, de la bergerie nationale, est venu faire une démonstration de chien de travail. Le chien de protection, c'est très différent, d'accord? Il est né dans la bergerie. Je limite considérablement les caresses, etc., le contact avec le chien. Un chien, quand il naît, au début, il ne voit pas. D'accord? Même carrément, au tout début, il ne sent pas. Juste, il touche la mère, puis après, il va sentir des odeurs. Il va découvrir l'odeur de sa mère, l'odeur de la bergerie, des moutons. Petit à petit, il va ouvrir les yeux, il va voir des moutons. Et tout ce qu'il va voir dans les premières semaines de la vie va devenir très familier. Et il va s'attacher. Tout ce qu'il découvrira ensuite sera des intrus et il se méfiera. Donc le patou, il est né dans la bergerie. Il n'a pas de niche. D'accord? Quand je donne à manger, quand je donne du foin, quand je donne des céréales à mes bêtes en ce moment en hiver, eh bien je donne au petit patou que l'on voit là à manger aussi. D'accord? Il vit avec les moutons, il s'attache aux moutons et petit à petit il va développer, pas un instinct, mais une attitude de protection de sa famille et des moutons qu'il va cultiver en grandissant. Voilà, donc moi c'est aujourd'hui un moyen de protection. Là on a des photos de petits patous. Bon, celui-là maintenant il est devenu grand. Il s'appelle Baizao. Voilà. Et donc pour moi ce sont des outils assez importants dans mon travail, voilà, d'éleveur en montagne. Ouais, dis-moi, parce qu'on va terminer pratiquement là-dessus, sur la vie d'un éleveur à la montagne, sur la vie aussi au quotidien, c'est important. Et je voudrais que tu termines par une carte postale pour nous donner envie aux prochaines vacances de venir. On va peut-être pas tous venir chez toi parce que ça fera du monde, mais voilà, nous parler un petit peu de ton pays quelque part, de tes Pyrénées que tu aimes tant. Mais s'il y en a qui veulent venir, il n'y a pas de souci. À toute saison, moi en plus sur la ferme, on accueille du monde. Donc s'il y en a qui sont un petit peu intéressés par moi je suis un passionné de montagne. Ce que j'aime dans les brebis, c'est finalement la relation que j'entretiens avec la montagne en toute saison. On est dans les Pyrénées centrales, on a la chance d'avoir des saisons et un paysage qui change considérablement au cours de l'année. Donc s'il y en a qui veulent passer sur la ferme, en ce moment il y a toute la période de l'agnelage. Donc c'est une période clé, on est beaucoup en bergerie pour les mises bas, pour aider les agneaux, etc. L'été, quand on montera plus en estive, vous pouvez venir m'accompagner. Donc vous avez peut-être retenu le nom de la ferme, vous verrez il y a une page Facebook, il y a un site internet, Vie d'Estive. Et s'il y en a qui veulent voir, comprendre un petit peu la réalité justement de ce que tu disais, ma vie au quotidien et puis la relation qu'on entretient avec ces jolies montagnes, il faut pas hésiter à pousser la porte et à venir à la rencontre des éleveurs. Voilà un agneau, ça c'est une photo que j'ai prise avant de venir là cette semaine, un petit agneau qui est né sur la ferme. Donc là en ce moment, avant-hier j'avais une colonie de vacances qui est venue et c'est vrai qu'avec les enfants, voilà, on a vu comment on attrapait un agneau, comment on le manipulait, qu'est-ce qu'il mangeait, etc., etc. Il faut quand même préciser que tu n'es pas fils d'éleveur. Tu as attaqué cette profession avec beaucoup d'amour. C'est la passion qui ressort en premier. Alors moi je crois que ce métier déjà il est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il n'y a aucun souci. Toutes les fermes, toutes les exploitations agricoles, peu importe le nom, sont uniques, sont différentes et qu'il y a la place. Il y a de la place déjà. Il y a de la place sur le marché puisque aujourd'hui même pas la moitié de la viande que l'on consomme en France est produite en France. Donc il y a un marché qui existe. On peut produire localement. Et puis après, c'est vrai que c'est un métier de passion qui a quelques contraintes, quelques astreintes, voilà, mais en s'organisant, on peut l'élever. Et je pense qu'il y a beaucoup de régions différentes en France où on peut élever de façon très très différente différentes races de moutons que l'on retrouve ici dans les allées du Salon. Il y a un bel avenir dans cette profession, on peut le dire aussi. Comment fait-on pour devenir éleveur ? Il y a des instituts, il y a des écoles ? Alors il y a des écoles. La première chose c'est peut-être de rencontrer des éleveurs, de pousser la porte des fermes pour voir finalement quelle est la réalité de ce métier. Moi je sais que j'accueille des gens, des bénévoles,
par le système, on appelle ça du woofing. Je loge les gens, je les nourris et ils m'aident aux travaux de saison. Il y a des stages, il y a des écoles de formation de bergers, il y a des écoles de formation d'éleveurs à différents niveaux, du BEP à l'école d'ingénieurs, et je pense que chacun peut s'y retrouver de façon différente. Et la vie de famille est très agréable aussi. On vit en famille, on vit aussi de son travail. Oui, moi je sais que j'ai fait le choix de m'installer, donc je produis moi des brebis pour la viande avec un associé. Si aujourd'hui je suis là et que je peux passer le week-end à Paris loin de ma ferme et des Pyrénées, c'est parce que j'ai un associé mais qui gère le troupeau, et puis le week-end prochain on changera, on peut tourner, et j'ai quand même une vie sociale, familiale, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, des enfants, parce que tu as 5 enfants, c'est ça en plus, hein. Donc, Entre autres. hein t'as raison. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. On a partagé Merci la vie d'un beaucoup. éleveur Merci. pendant quelques minutes ici sur le Ring au Vin avec Yann qui habite dans les Pyrénées, vous l'avez entendu. Merci beaucoup Yann d'avoir raconté un petit peu Merci à vous tous. ta À vie bientôt. d'éleveur. Et puis là, on va passer aussi au travail d'un éleveur, hein. Ça fait partie de son travail. C'est la période du printemps qui arrive prochainement. C'est la tonte des moutons. Ça aussi, c'est un moment important. On parlait tout à l'heure des naissances. Là, il y a aussi la tonte. Et vous allez pouvoir assister donc, comme si vous étiez présent dans une exploitation à la tonte des moutons. C'est ce qu'on va vous proposer pendant quelques minutes. On a les meilleurs pour vous au salon. Vous allez voir nos champions. Il y a l'équipe de France qui est là, féminine et masculine, on va dire, avec Julie, Agnès qui vont vous commenter cette tonte. Et nous avons 2 grands champions qui sont présents. Je voudrais d'ailleurs je vais les inviter à venir à mes côtés d'ailleurs. Christophe, tu vas me rejoindre. Adèle, tu vas me rejoindre aussi, s'il te plaît. Hop. Et vous allez pouvoir les applaudir. Le champion de France 2013, il est là, il s'appelle Christophe. Salut Christophe. Bon, alors là, on va pendant une demi-heure pratiquement découvrir un petit peu mieux l'association que tu as montée pour le mondial qui approche à grands pas. Ça va se dérouler au Dora, hein, c'est marqué sur ton petit polo. Le Dora, c'est un petit village, une petite commune qui se trouve dans le Limousin. Tout à fait, c'est une petite commune de 1900 habitants. Donc voilà, ça c'est accueillir les championnats du monde en 2019 dans cette petite commune. Ce sera quelque chose quand même de très important, et un spectacle quand même qui sera de toute façon inoubliable, parce que c'est une première en France, donc Ça voilà. sera en 2019. En attendant, on prépare cet événement. On va montrer que l'importance du tondeur quand même, parce que c'est pas si facile que ça. Tout le monde peut pas le faire. Adèle nous le prouve, homme ou femme, parce que c'est quand même une période importante. Je le disais, mais tout le monde ne peut pas le faire. Hein. Et ben c'est voilà, pour vouloir faire ce métier, déjà il faut être passionné des animaux, hein, parce qu'on est en relation avec l'animal toute la journée. Et ensuite, c'est une technique particulière. Donc là, vous allez voir dans quelques instants, c'est une méthode qu'on appelle méthode Bowen, méthode néo-zélandaise. Donc pour acquérir cette technique, il faut de la pratique, il faut faire des stages, il faut partir aussi à l'étranger pour pouvoir se perfectionner. Et voilà, on se dit pas tondeur du jour au lendemain, quoi. Il y a quand même quelques étapes à passer pour pouvoir y arriver. Alors tu parlais de la méthode Bowen. On la présentera tout à l'heure avec Julie qui sera à mes côtés, qui vous expliquera que cette méthode elle est importante pour de multiples raisons, parce que à la fin de la tonte, on récupère la toison. Hein. Ça et une belle toison. C'est vraiment la meilleure technique. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est la meilleure technique au monde, parce que cette méthode a été mise en place pour avoir une toison d'un seul morceau, pour pouvoir la travailler ensuite. Et aussi, ça permet que l'animal soit toujours dans dans de bonnes positions, pour pas qu'il souffre, pour qu'il se trouve le mieux possible. Aussi adapté pour le tondeur, pour qu'il se trouve aussi dans de bonnes positions, parce que c'est quand même très physique. Et je crois qu'il faut que j'aide à ma collègue. Hop, voilà, tiens, c'est le machine, accessoire indispensable pour le tondeur, la hauteur, tout ça, tout est important, hein, jusqu'au moindre détail. Voilà, le matériel, c'est matériel spécifique, hein, pour adapter pour la tonte, comme les vêtements qu'on porte aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais par exemple les pantalons qu'on porte, les chaussures, c'est vrai qu'on en a les pas parlé. chaussures, les pantalons sont doublés, les chaussures c'est Adèle c'est en feutre, moi c'est en cuir, donc c'est un peu différent. Et ça permet d'avoir le pied bien à plat. Pour le dos, c'est très très important. Oui, alors on parlera aussi de l'importance parce que la position, vous allez la voir, mesdames et messieurs,
La position du tondeur, toujours baissée. Il y a 400-500 bêtes à tondre dans la journée. Je peux vous dire que le dos en prend un petit coup quand même. Hein. Le dos, les genoux, les hanches, parce que on tient beaucoup l'animal avec les jambes. Donc voilà, il faut s'entretenir physiquement, il faut faire du sport, il faut aller chez l'ostéo de temps en temps pour faire quelques petites remises en état, on va dire. Un petit contrôle technique. Comme on dit. Bon, allez, la technique est prête, puisque tu parlais de contrôle technique, ça tombe bien. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts à les applaudir, s'il vous plaît. Voici les tondeurs avec les champions qui sont avec nous. On va s'amuser un petit peu avec eux, c'est le week-end. On va leur lancer quelques défis. Et Julie va venir me rejoindre dans un instant pour vous raconter un petit peu le travail, ce que fait un tondeur, ce qu'on va faire de la laine aussi, parce que vous voyez, il y a un petit peu de laine dans ce grand sac, mais on vous en distribuera d'ailleurs tout à l'heure pour que vous puissiez voir l'épaisseur de la laine. Donc Julie, je suis content de te retrouver cet après-midi. Bienvenue à toi ici dans le Ring au Vin. Nous allons parler de ce rendez-vous important des éleveurs, mais surtout de ce travail que vous faites au niveau de l'association, puisque on prépare déjà l'événement dans le Limousin. Tu représentes la chambre d'agriculture du Limousin et tu vas nous parler un petit peu de cet événement à nouveau qui nous attend. On est fiers parce que ça a été dur, ça n'a pas été facile d'obtenir ce championnat, ce rendez-vous championnat du monde des tondeurs. Hein. Tous les pays le veulent et la France l'a obtenu. Hein. C'est ça. Donc en fait, nous en Haute-Vienne, on va pas organiser les Jeux Olympiques, mais on va organiser les championnats du monde de tonte de moutons, donc en 2019. Donc au final, ça se passe un petit peu pareil en termes de candidature. Donc vous savez, pour les JO, par exemple, Paris va présenter sa candidature devant un jury face à d'autres villes candidates. Et donc le jury va ou pas élire Paris en tant que ville candidate en 2024, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc nous, en fait, on a fait un petit peu la même chose, à une mesure évidemment différente. C'est qu'en fait, on a été emmener la candidature en Nouvelle-Zélande au mois de février, où se réunissait le jury pendant les championnats du monde qui avaient lieu là-bas. Et donc, on était face à l'Irlande du Nord. Et bien, on a remporté la candidature. Donc, on a le droit d'organiser en 2019 un événement assez important, puisqu'on accueillera 30 000 personnes. Il y aura 5 000 animaux à tondre, 300 tondeurs internationaux. Et le tout sur 4 jours. Donc je vous invite vraiment à noter dans vos agendas, même si c'est pas pour tout de suite, mais quand même ça vaut le coup. La première semaine de juillet 2019, venez en Haute-Vienne, en Limousin, la petite commune qui s'appelle Le Dorin, où il y a 1800 habitants et où il y a 4 fois plus de brebis au quotidien. Et ben là, il y en aura encore plus. Il y aura quand même une très très grosse animation. Parfait, c'est un événement content. On regardera une petite vidéo teasing là qui explique un petit peu cet événement tout à l'heure. Bon, on passe à la démonstration, parce que vous êtes là aussi pour regarder ce qui se passe sur ce ring. Alors vous allez voir, déjà il faut attraper notre brebis. Pas si facile que ça sans lui faire mal, surtout sans lui faire mal. Donc voilà, une position, ils ont l'habitude, hein, vous allez voir. Les animaux le savent en général quand c'est cette période-là, donc pour éviter qu'ils soient trop stressés. Voilà. Et on va la mettre, alors tu vas nous l'expliquer un petit peu Julie, sur une position particulière. Hein. Oui, donc comme vous le voyez, Christophe vient d'asseoir la brebis sur ses fesses. Donc c'est une position un petit peu tranquillisante pour l'animal et surtout Christophe peut la contenir entre ses jambes. Donc c'est aussi le fait que la méthode que l'on utilise, donc que tu as évoqué tout à l'heure et que Christophe sur laquelle a dit quelques mots, donc la méthode Bowen, une méthode néo-zélandaise qui permet d'aller assez rapidement. Donc évidemment lors de concours l'objectif c'est d'aller le plus vite possible, mais c'est aussi d'avoir une vitesse quand même assez soutenue, même au quotidien chez les éleveurs en chantier de tonte, parce que évidemment, moins l'animal reste dans cette position, qui n'est pas une position naturelle pour lui, moins il stresse et mieux on est en termes de bien-être animal. Donc du coup, la méthode est toujours la même. On commence à enlever ce qui ne va pas servir en fait pour la valorisation de la laine, qui se trouve au niveau du ventre et puis sur la tête. Et ensuite, toujours par le côté gauche, on ouvre ce qu'on appelle le gigot, donc la cuisse. Et puis ensuite, on ouvre l'épaule. Voilà, vous voyez, Christophe remonte le cou. Il va ouvrir l'épaule. Et après, on va pouvoir faire des longues passes. Donc, ils vont remonter depuis le gigot jusqu'à l'épaule. Parce que l'objectif, c'est de tondre la brebis et d'obtenir une toison entière. Donc, Adèle, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Fabrice, et fait partie de l'équipe de France de tri de laine. Et donc, elle nous enverra la toison et vous la verrez dans son entièreté, parce qu'elle va se déposer tel un tapis sur le podium.
Et donc en fait, on fait exactement la même chose après de l'autre côté. La brebis, on la change de fesse et on commence par l'épaule droite et puis ensuite on redescend par le gigot droit. Alors ça, c'est une méthode connue et reconnue. Il y en a d'autres? Oui, il y a une méthode qui est française qui s'appelle la méthode montmorillonnaise. Donc pour ceux qui connaissent bien leur géographie française, Montmorillon, c'est dans la Vienne, en plein centre de la France. C'était une grande terre d'élevage de moutons. Et donc c'est un petit peu différent parce qu'en fait, c'est le tondeur qui tourne autour de l'animal et non pas la brebis qui tourne sur elle-même. Alors, on peut l'applaudir déjà, Christophe. Tout à l'heure, on va lui lancer un petit défi. Hein. Là, c'était un petit échauffement pour lui parce qu'on parlera de temps record puisqu'on sera dans un esprit de concours. Alors, on va demander à Adèle de vous montrer un petit peu ce magnifique tapis, cette toison précisément. Regardez pourquoi il est important d'utiliser cette méthode. Vous allez le voir de vous-même. Voyez pourquoi? Voilà. Vous avez compris? Voilà, on a gardé la toison intacte. Hein. On peut les applaudir parce que Ouais. un beau jeté de toison et une belle tonte. Bon, je crois que c'est Adèle maintenant, c'est ça? Ou on va continuer avec Christophe? Je sais pas. Ouais. Ils ont dû se mettre au point. On va leur lancer un défi tout à l'heure hein, pour les dernières. Voilà, et en tout cas, on passera la parole à Adèle tout à l'heure quand Christophe sondera une autre brebis pour qu'elle nous explique vraiment ce que c'est que le tri de laine et quel est l'intérêt aussi d'avoir une toison entière pour pouvoir valoriser la laine derrière. Exactement, parce que cette laine, on va la réutiliser pour des vêtements, entre autres, pour des toits, hein, au niveau des isolations, par exemple. Mais ça, Adèle nous en dira un petit peu plus. Voilà, toujours la même position. Vous voyez qu'Adèle s'y met. Alors, il y a de plus en plus de filles. Moi, j'étais très fier. Samedi dernier, on a fait les Olympiades, de voir qu'il y avait de plus en plus de bergères. Mais c'est surtout, maintenant, ce sont des vraies compétitrices. Hein. Avant, elles étaient 5e, 6e. Cette année, on en a eu 2 parmi les 4 meilleures. Donc, voilà, les filles s'intègrent vraiment bien dans ce métier de berger. Il y a beaucoup de passion et c'est pas si facile que ça. Hein. Mais non, bien sûr. Même là, en tant que tondeuse, parce que c'est un métier très physique, les tondeurs pour qui c'est le métier au quotidien font des chantiers de tonte où ils tondent jusqu'à 250 à 300 brebis par jour. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la capacité physique qu'il faut pour assurer sur une journée complète. Et non pas que les filles n'aient pas la force physique, mais il faut un entraînement quand même et ça demande une vraie activité sportive à côté du métier. Alors Christophe nous le disait tout à l'heure aussi, c'est vrai que quand on prépare une compétition, comme tout sport qui se respecte d'ailleurs, ben on se prépare. Hein, on n'arrive pas comme ça, non, quelques jours avant, quelques semaines avant. On se conditionne, on fait un peu plus de sport que d'habitude pour pouvoir aborder ces journées de tonte qui sont très longues. Hein. Il y a des troupeaux de 300, 500, voire plus. Hein. Oui, donc évidemment sur les gros troupeaux où il y a 500 ou 1000 brebis, soit il y a un tondeur qui se déplace et il revient plusieurs jours, soit les tondeurs ils vont à 2 ou 3 pour pouvoir faire le chantier dans la journée. Voilà, et toujours cette technique, cette méthode qui fait que l'animal est quand même, vous voyez, dans une position plutôt agréable. Ben, il va pas y rester très longtemps, mais il sait surtout que le printemps est là lui aussi, hein, comme pour nous, on se déshabille un peu et ça fait pas de mal. Hein. Voilà, donc du coup souvent on a des questions qui sont combien de fois par an on tond les brebis. Donc normalement c'est une fois, enfin normalement au minimum une fois. Certains éleveurs en fonction de leur système d'élevage arrivent à tondre 2 fois l'année. Mais bien entendu ça ne fait pas mal à l'animal, hein, c'est comme nous quand on va chez le coiffeur. Et c'est bien pour le bien-être animal, pour éviter d'une part que l'animal est trop chaud en période estivale, mais surtout qu'il y ait des mouches qui pondent des œufs, les microbes qui se mettent dans la toison, etc. et qui développent des problèmes métaboliques et des problèmes sanitaires pour les animaux. Donc c'est vraiment un bien-être pour l'animal et un vrai confort pour lui. Ouais, et selon les races, hein, bien sûr la tonte est effectuée, tu le disais, il y a des éperces de... On peut l'applaudir, pardon, je finirai après. Adèle. Voilà, il y a des races qui ont beaucoup moins de laine, une race connue qui est la Conne, qui est du côté du Tarn, Midi-Pyrénées, dans ce coin-là, où là, il n'y a pas beaucoup de laine, mais il y a 57 races en France. Donc, vous imaginez que selon les lieux et les races, la laine est différente, donc tout simplement. Voilà, en moyenne, une toison fait à peu près 2 kilos. Donc c'est pas très lourd, c'est volumineux, mais c'est pas lourd. Ouais. Je vais laisser mon micro à Adèle, comme ça tu vas pouvoir un petit peu l'interroger aussi sur... Elle va lancer sa toison. Sur la toison, regardez cette toison, si elle l'a bien faite, si elle l'a bien réalisée. Attention, hein, je prends des notes. Hein. Allez, hop. Regardez bien. Christophe va pousser ses fesses. Voilà, merci. Regardez, magnifique résultat. Voilà, véritable tapis qui s'affiche devant vous. Alors c'est vrai qu'on va parler un petit peu de la laine avec toi, Adèle, parce que c'est vrai qu'il y a une finalité aussi derrière. Hein.
dans pas mal de pays anglo-saxons, ils ont toujours un petit peu gardé une sélection des brebis par rapport à la laine. Donc ils ont des laines qui sont d'un petit peu meilleure qualité que chez nous. Donc en fait, et pour mieux les valoriser, il y a une partie des laines qui sont la laine qui est triée. Donc on cherche à homogénéiser la toison. Pour mieux valoriser la toison, on va enlever tout ce qui diffère de la belle toison. Donc le cœur de toison, le meilleur, c'est ce qui est sur le côté du mouton, là, sur les flancs. Donc c'est ce qu'on va chercher à avoir un maximum de cette laine-là. Donc pour ça, on va enlever un petit peu la laine qui est sur le côté, là, qui correspond à la laine du ventre et qui est plus courte. Donc on l'écarte de la toison pour la valoriser. Donc là, on voit Christophe qui est en train de le faire de l'autre côté. Et puis, dans le cas de ces brebis-là, elles ont été donc en bergerie, elles ont traîné sous les râteliers. Donc on voit que sur toute la ligne de dos du mouton, on a des débris de foin qui vont nécessiter un lavage différent et supplémentaire. Voilà. Donc on va également enlever la ligne de dos, s'il te plaît, Christophe. Alors, normalement, quand on fait ça dans les bergeries, on lance les toisons non pas sur le sol ou on les lance sur des tables ce qu'on appelle une table de tri. Voilà, donc c'est plus confortable pour travailler, on n'est pas baissé, on n'est pas plié en deux. Éventuellement, on va pas le faire là sur ces brebis parce qu'il n'y a pas vraiment besoin, mais ça peut arriver que selon les races aussi, on est ce qu'on a sur les bords de la toison, on est ce qu'on appelle les pièces qui sont un petit peu plus noircies, c'est pas de la crotte. En fait, c'est du soin aggloméré avec de la poussière. Donc on fait ce qu'on appelle un débordement de toison pour enlever ces petits filaments noirs. Voilà, sur cette toison-là, il n'y a pas besoin de le faire. Donc on peut la plier, la rouler, la mettre dans le sac. Et puis voilà, donc à la fin de la journée, on a un sac avec les belles toisons propres. Et puis on a un sac avec la laine courte et puis un sac avec la laine pleine de foin. Voilà, donc on a des lots de laine homogènes et on peut valoriser chaque lot à sa juste valeur. Voilà l'objectif du tri de laine. C'est toujours c'est pas du folklore ou du spectacle, c'est parce que derrière il y a un enjeu économique pour l'éleveur. Exactement, on peut applaudir Adèle, merci beaucoup. Alors, cette laine, on l'a dit, hein, elle a été triée, sélectionnée, elle va servir ensuite à faire des vêtements, par exemple, mais aussi, pourquoi pas, d'autres choses. Tout est utilisé hein, au niveau de la laine en général. Oui, complètement. Évidemment, l'utilisation première reste la laine textile pour faire des vêtements derrière. Mais aujourd'hui, et je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça, il y a beaucoup d'autres débouchés pour la laine, et notamment tout ce qui est isolation et donc gage de qualité environnementale. Alors, c'est Christophe là? C'est Christophe, oui. Si, je t'ai reconnu, hein, ta chevelure. Mesdames et messieurs, on va mettre un petit peu d'enjeu parce que je vous sens un petit peu inactif. J'ai envie de vous faire bouger un petit peu. Déjà, j'aimerais qu'on applaudisse le champion de France, s'il vous plaît. Parce que ce qu'il vous a pas dit, il se prépare pour le championnat du monde et bien sûr, forcément, il aimerait bien être champion du monde, pourquoi pas en 2019. Mais au cours de l'année qui va arriver, il va monter aussi en puissance. Il va faire des sélections de troupeaux. Il va essayer de battre des records. Hein, il en parlera tout à l'heure. En attendant, on va lui lancer un défi. Julie, combien de temps faut-il à peu près, si on doit parler de record pour tondre une brebis, tondre un mouton, combien de temps? Le record du monde sur agneau, c'est 14 secondes. Sur agneau, hein. Sur agneau. Là, c'est une brebis. Ouais, c'est beaucoup plus gros. En concours de rapidité, on descend jusqu'à 40 secondes sur une brebis. 40 secondes. On lui lance un défi, mesdames et messieurs? Bon, 40 secondes, c'est dur, hein, parce que là, il n'est pas en condition, bien sûr, bien évidemment. Il va essayer de se donner quand même. Mais il va y aller. Qui c'est qui a un téléphone avec une application, comme ça, avec un chrono? Ici? Vous dormez, vous, là. Je vous regarde depuis tout à l'heure. Il y a un œil qui suit, il y en a un autre qui a complètement oublié ce qui se passait. Hein. Quelqu'un a un chrono? Là? Allez, tu sors ton chrono? Comment tu t'appelles? Justine. Allez, Justine. On dépend de Justine, hein, il t'attend là-bas. C'est bon? Elle a la pression, vous mettez la pression sur Justine. Aidez-la. Hop. Donc 40 secondes et le record du monde. Regardez, il est concentré, donc, Christophe, pour l'instant. Juste, j'en profite pendant que Justine met en place son chrono. Vous voyez, Christophe a dans sa main le câble qui déclenche
la tondeuse. Et donc en fait en concours c'est ça, c'est que dès que le clac de la tondeuse part, le chrono s'enclenche et dès que le tondeur a refait le clac de fin, le chrono s'arrête. Vraiment c'est très précis pour éviter, pour être vraiment dans les règles de l'art, quoi. Il y a vraiment des règles très particulières. Ouais, attention public, on a besoin de vous. Faites le décompte avec moi et à ce moment-là on lancera le chrono. Attention, tout le monde ensemble. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Vous pouvez l'encourager, crier, applaudir. Allez, on applaudit pour lui mettre un peu la pression quand même. Allez. On l'a dit tout à l'heure, 40 secondes pour le record. Il s'entraîne pour être le champion du monde en 2019. Il a été champion de France en 2013. Regardez la rapidité, toujours il fait attention de ne pas faire mal à l'animal parce que ça aussi c'est important avant tout bien évidemment à notre brebis. Mais voyez comme il est rapide par rapport à tout à l'heure. On lui a lancé ce défi, il aime bien, c'est un compétiteur en même temps. Allez, il a fait la moitié de la brebis. Il faut aller plus vite. Dans les applaudissements, il faut l'encourager, il faut qu'il vous entende. Il redescend. Attention Justine, t'es prête? Attention, on a presque fini. Hop, faut faire attention aux parties les plus fragiles bien sûr. Bientôt. Stop. Stop. Alors, on a le temps exact. Vous savez que le record du monde est de 40 secondes. Vous avez vu que là c'est difficile bien sûr d'aller très très vite. Mais quand même, faire ce qu'il a fait dans ce temps-là, c'est magnifique. Merci Justine. Il l'a fait en 55 secondes. Ouais. Bravo Christophe. Vous voyez qu'il quand même, on peut aller très très vite et montrer que on est très fiers d'être français, qu'on peut accueillir facilement ce championnat du monde. On a nos chances. Tiens, toi qui le suis un peu, qui sont les compétiteurs qui vont venir? Donc on attend 32 nations en 2019. Donc évidemment les grandes nations de tonte que sont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande, l'Irlande du Nord. Voilà, tous ces pays qui ont un vrai historique de tonte, mais également des toutes petites nations qui ont quand même des équipes nationales comme le Japon, la Mongolie, la Chine. Enfin voilà, il y a vraiment un pêle-mêle et c'est très cosmopolite. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à venir voir. Et en plus de la tonte à la machine, donc il y a, comme je disais au tout début, les tontes aux forces, donc avec ces gros ciseaux, et c'est très très impressionnant à voir. Et le tri de laine, comme nous l'a expliqué Adèle, où donc c'est essentiellement des filles, mais il y a aussi quelques hommes qui concourent en tri de laine, jettent ces toisons, enlèvent les mauvais morceaux, roulent la laine, et ça d'une rapidité assez incroyable. Il y a des périodes comme au mois de mai, avril-mai, là où on va commencer la tonte dans des lieux en France. Renseignez-vous, allez sur internet. On va pas faire la pub pour l'un ou pour l'autre, mais voilà, vous tapez tonte de mouton, lieu, et voilà, ça vous fera passer un dimanche, un samedi. Allez voir les tondeurs parce que c'est toujours un spectacle. Ce sont des fermes ouvertes en général qui accueillent. Donc c'est très sympa de voir cette opération. Hein. Et oui. Puis on en parlera, tu en parleras. Le championnat du monde sous forme d'une petite vidéo à la fin de notre séance. On va terminer la dernière là. Et puis on finira par un petit film. Voilà, donc en fait la saison de tonte en France débute maintenant. Hein. Ça va être mois de mars puisque les brebis qui sont en bâtiment pour l'hiver vont bientôt sortir. Donc là les tondeurs vont être en plein travail. Et évidemment il y a beaucoup de manifestations qui va y avoir des marchés de pays, etc. où il y a quelques animations autour de ça. Voilà, vous avez vu, vous pouvez les applaudir encore une fois parce que c'est un vrai exercice. Remarque que tu fais des muscles avec, hein. C'est bien, c'est l'avantage. Hein. La dernière brebis qu'on va ramener dans l'enclos. On va terminer là-dessus, Julie, si tu permets, parce que j'aimerais bien qu'on remette un petit peu un coup de projecteur sur l'événement qui nous attend. En 2019, le championnat du monde. Voilà, c'est ça. Donc le championnat du monde. Pour ceux qui ont Facebook, je vous invite à aller voir sur le lien Facebook AMTM pour Association pour le mondial de tonte de mouton 2019 ou le site internet mondial de tonte France 2019. Vous aurez toutes les informations et vraiment allez-y parce que aussi nous ça nous aide à faire parler du mondial, à faire le buzz autour de ça. Et évidemment vous tous, je sais que vous serez là vu que vous en avez entendu parler, mais on attend encore plus de monde. Donc plus vous en parlerez, plus vous ferez diffuser l'information, mieux ce sera et plus il y aura de monde. Et vous verrez vraiment un spectacle à couper le souffle avec 300 personnes qui viendront du monde entier. Tout ça pour valoriser la filière ovine, les animaux. Donc franchement, venez, ça sera vraiment très beau. Regardez la vidéo maintenant, le teasing de ce championnat du monde.
Unfortunately, with a long trip, it will not be very fresh. Without a delicious smell of a fresh bread to tickle your taste buds, it will serve no purpose. We could have also come with one of our ships to show you the equipment with which we share in France. But it's true, we were afraid of problems with customs. However, we have found another solution. We have brought you that. Voilà, applaudissements s'il vous plaît pour nos tondeurs. Merci beaucoup pour cette belle démonstration. On va vous laisser avec regarder le programme de la suite de cet après-midi. Dans quelques minutes, on va jouer ensemble avec un grand quiz, avec plein de cadeaux à vous distribuer. Nous aurons les éleveurs qui viendront s'exprimer à nouveau sur leur métier. Et on terminera cette journée par à nouveau un quiz. Voilà pour cette fin d'après-midi. Les trois qualités essentielles pour mon métier, c'est selon moi
d'être curieux. On doit gérer des situations différentes tous les jours et il faut savoir poser les questions pour comprendre le fonctionnement de toute l'entreprise. Et l'autre qualité importante, c'est de savoir communiquer. Parce qu'on s'adresse à des gens divers et variés, de la personne qui décharge des animaux à un consommateur ou à un client final. Et il faut pouvoir adapter son discours et faire preuve de persuasion parfois, donc il faut avoir des capacités de communication indéniables. Et puis la dernière qualité, c'est d'être rigoureux. J'ai été au quotidien à gérer des contrôles, des procédures, et ça, dans la filière où on travaille, c'est indispensable pour exercer son métier. Ce que je préfère dans mon métier, c'est sa transversalité. Je suis obligé de rencontrer des gens différents, depuis les gens de tous les services de l'entreprise, des fournisseurs, des clients, des consommateurs, qui tous les jours m'apportent des choses nouvelles et à qui j'apporte des choses nouvelles, et c'est tous ces échanges qui sont très enrichissants. Si je devais parler directement au consommateur, je lui dirais très certainement qu'il peut avoir une confiance absolue dans les produits de la filière. Ce sont des produits qui sont contrôlés des dizaines de fois, vus par des dizaines de personnes avant de se retrouver dans son assiette. Ce sont des produits avec une traçabilité française parfaitement maîtrisée. Et c'est des produits de très bonne qualité nutritionnelle. Donc aujourd'hui, le consommateur, et il doit se faire plaisir en mangeant de la viande. Tous les matins, je me lève avec beaucoup de plaisir pour faire mon métier. Une grande satisfaction, c'est de fabriquer les produits que les gens consomment tous les jours. Donc, je suis heureux. Sinon, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui.
Quelles sont pour moi les 3 qualités essentielles pour exercer notre métier? Il faut être courageux déjà, il faut aimer ce qu'on fait. C'est un métier qu'on peut faire que si on a la passion. Si on ne l'a pas, c'est pas possible. Il faut aimer le produit, il faut en avoir envie, il faut le goûter déjà. Et si j'y crois, je vais y aller à fond, quoi. Je vais tout donner, quoi, pour ça. J'aime beaucoup la relation client. J'aime aussi le métier, le toucher de la viande. Parce qu'en fin de compte, tout le monde croit que c'est toujours la même chose, mais chaque carcasse a sa particularité. On va avoir un plus de gras, moins de gras, voilà. Et il faut avoir beaucoup d'imagination pour transformer le morceau de façon à ce que ça puisse convenir au client à telle époque ou telle saison. Je pense que la boucherie a évolué. Un message que j'aurais envie de transmettre aux consommateurs, c'est qu'il faut faire confiance à son boucher, puisque de toute façon, des gens comme nous, par exemple, on sert en direct avec des gens qui ont la foi de leur métier, qui font des produits qui sont exceptionnels, qui travaillent la viande à l'ancienne encore. C'est ça que moi, personnellement, je recherche, parce que ce que nous amènent nos fournisseurs, c'est ce qu'on amène nous, personnellement, à nos clients. Je pense qu'on fait quelque chose qui a quand même un sens. Donc je fais en sorte de vraiment dire d'où vient la viande, comment c'est élevé. J'aime bien en parler parce que c'est important. C'est ce qui fait vendre le produit en fait. Moi je suis un homme extrêmement heureux, tout va bien. On a un métier formidable, on travaille, on n'aura jamais de chômage chez nous. C'est un métier qu'il faut par contre renouveler pour les jeunes parce qu'on manque beaucoup de personnel dans la boucherie. Mais sinon, à part ça, c'est un métier merveilleux, quoi. Le gros avantage des ovins viande, c'est qu'il y a un retour sur investissement qui est très rapide. Au bout de 3 mois, sachant que je les avais achetées pleines, je commençais déjà à vendre mes premiers produits. C'était une étude originale puisqu'on partait d'une exploitation bovin-lait pour se transformer vers une exploitation ovin-viande. Je me suis installé en février 2001. J'ai repris l'exploitation de mes parents qui étaient en bovin-lait. En 2003, je suis monté à Tech Ovin à Bellac. J'ai pris quelques notes et quelques renseignements. J'ai rencontré la personne qui allait me faire le bâtiment l'année d'après. Et donc en 2004 a commencé les travaux. J'ai fait une bergerie plus un bâtiment de stockage pour un montant global à peu près entre 45 000 € la bergerie et 17 000 € le bâtiment de stockage hors aménagement intérieur. En 2005, j'ai rentré mon premier lot de brebis, 220 brebis qui étaient pleines. J'ai eu environ 350 agneaux. J'ai gardé un renouvellement de 130 agnelles pour monter à 310 brebis. Et dans la mesure où l'étude économique a été positive, il s'est lancé dans les investissements et il a réalisé son projet. Aujourd'hui, les résultats techniques montrent qu'on se maintient toujours à 2 agneaux par brebis depuis 2006. Cette année, on a été à 1,93, donc c'est quand même un très très bon résultat, notamment sur la région ou sur le département. Et on est passé de 92 € l'agneau en 2006 et aujourd'hui on est pratiquement à 125 €, ce qui permet d'avoir des résultats économiques qui sont intéressants. Je me suis aperçu que ma qualité de vie était complètement différente de celle que j'avais avec les bovins laits. Je n'étais pas obligé d'être à des heures bien précises pour la traite. Je pouvais profiter entièrement de ma famille. Un système comme ça a permis de limiter les coûts de production, à la fois par l'investissement, mais aussi par le niveau technique de l'éleveur. Et c'est, je pense, quand même une réussite en termes de conversion, parce que c'est jamais facile une conversion. Au niveau de l'élevage ovin, il y a environ 4 critères à bien maîtriser. Tout d'abord, l'investissement, ne pas se charger un investissement de départ. Si quelqu'un arrête,
Je pense qu'il y a possibilité d'aménager déjà ces bâtiments. Le gros critère, c'est la génétique. La génétique permet d'améliorer sa productivité et donc son revenu à la fin de l'année. Ensuite, à bien maîtriser, c'est l'alimentation et ainsi que les coûts de production. Période de l'année où on manque d'agneaux, notamment à l'automne. Donc c'est pour ça qu'on est à la recherche de producteurs pour pouvoir avoir davantage d'agneaux à la contre-saison, c'est-à-dire octobre, pour pouvoir développer cette commercialisation et de trouver de nouveaux débouchés. La filière recherche de nouveaux producteurs, notamment en label rouge. Rejoignez-nous. Déjà la passion, c'est primordial d'aimer ce qu'on fait je pense. Deuxièmement, la connaissance, c'est quand même un métier assez technique, donc il y a beaucoup d'apprentissage, mais ça vaut le coup. Et troisièmement, la relation client c'est très important, c'est quelque chose qu'on a au quotidien, qu'on bonifie avec le temps, c'est des rapports humains, c'est primordial, c'est au cœur du métier. On travaille pour nous, oui certes, mais on travaille surtout pour le client, on est là pour l'aider, lui apporter de la connaissance, l'aider dans ses achats. On a les clientèles qui sont vraiment très proches de nos équipes au rayon traditionnel. Elles ont un contact régulier toutes les semaines, voire pour certaines personnes tous les jours avec nos bouchers. Et après des personnes qui préfèrent faire leurs achats plus discrètement et qu'on voit, qu'on reconnaît, mais qui sont plus discrètes dans le magasin et qui aiment bien rester tranquilles. On a les deux types de clientèle. On est là pour eux et de toute façon on a besoin d'eux. Et le but c'est d'être transparent et de montrer ce qu'on fait et ce qu'on sait faire le mieux. On a quelques producteurs qui sont autour du magasin et on va les mettre en valeur au sein du rayon, que ce soit au libre-service ou au rayon traditionnel. Après on fait des animations avec eux, on les met en avant, on joue des catalogues locaux pour justement montrer à nos clients qu'on travaille en collaboration avec les entreprises locales. Le retour avec les clients est excellent. Ils apprécient énormément la démarche, ils ont besoin de connaître et s'identifier aux produits qu'ils achètent à côté. C'est très important pour eux et voilà. J'ai un métier que j'adore, qui n'était pas à la base ma destination, on va dire, mon orientation, et finalement que j'ai découvert par hasard, auquel je m'accroche et sincèrement ça me fait me lever tous les matins. Je me lève pas à 5h ou à 4h ou à 3h du matin pour m'emmerder au boulot, quoi. C'est pas le but, hein. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et vraiment c'est une passion que j'essaie de transmettre à mes équipes, à mes clients et que j'espère la transmettre aux personnes qui me rencontrent. Je suis un homme très heureux.